distance. C'est un allongement du calendrier et c'est une multiplication des temps où on peut se retrouver ensemble, puisqu'on a prévu cette année 25 rendez-vous en live avec toujours nos 14 interventions d'experts, mais aussi avec 11 zappings de la formation. Donc là, on multiplie un petit peu les pains. C'est notre côté prendre notre revanche sur le fait de ne pas pouvoir partager le saucisson et les tapas avec vous. Du coup, ça sera la nourriture de l'esprit qui va être plus largement partagée. Donc septembre 2016, ben voilà, première séance aujourd'hui, et jusqu'à juillet 2017. Donc vous allez pas nous voir souvent, mais quand même plus que l'année dernière. Voilà, donc à raison de 2 à 3 fois par mois en moyenne. Les interventions d'experts, c'est premier et troisième mardi du mois, et le zapping, c'est généralement le dernier mardi du mois. Voilà. L'intérêt, bien sûr, c'est qu'au-delà de la réunion à distance, pour ceux qui peuvent être présents le jour J, vous ne perdez rien et vous avez la session de rattrapage avec l'accès au replay. Voilà. Donc les objectifs restent les mêmes, hein. C'est toujours essayer de faire quelque chose de convivial, de pouvoir échanger ensemble et puis de faire un point avec le zapping sur l'actualité de notre marché, le marché de la formation. Bon, ça c'est toujours nous. Voilà. La rajeunit. Voilà. Le menu du jour, on va parler un peu de ce qui se passe en matière de concentration et de rapprochement sur le marché. Vous présenter une start-up qui a retenu notre attention, comme d'habitude. Faire un petit point sur la formation qui s'invite dans les élections. Et puis un peu de lecture, le coin de la techno et une offre aussi intéressante autour de la formation démocratisée. Vous verrez qu'il y a une solution assez étonnante qui est en train d'exploser sur le marché et ça serait intéressant d'avoir votre ressenti éventuellement dessus. Et puis le 8 décembre, on en parlera parce que c'est une date bien sûr à marquer sur vos calendriers. Tout va bien pour vous? Voilà, Oui, si jamais il y a des oui. soucis, n'hésitez pas à intervenir bien sûr, à lever la main s'il y a des questions. C'est avec plaisir. Alors on va saluer aussi ceux qui ne sont pas là et qui nous verront en replay, parce que on est aussi nombreux que l'année dernière, voire un petit peu plus. Et pour certains, ils ont été très contents d'avoir cette facilité de pouvoir suivre les Learning Happy Hour sans forcément être disponible le mardi où ça a lieu. Donc bonjour à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et qui nous verront demain ou après-demain. Voilà. Philippe, je te laisse la parole. Oui, volontiers. Donc ça, j'imagine que vous avez vu passer l'information au début de l'été. Le phénomène de concentration et d'intégration sur le marché de la formation se poursuit. IDOCO, qui était un des pionniers, on va dire, du e-learning à travers ses différentes solutions, eh bien IDOCO, alors selon les angles de vue ou d'expression, a été racheté ou a fusionné avec Talentsoft. Donc ça dépend de qui émet le message. Mais le résultat est bien là, c'est-à-dire qu'on voit ce marché du e-learning qui se rapproche assez fortement de celui des plateformes de gestion des talents. Donc c'était déjà le cas par ceux qui avaient lancé des LMS qui se sont ouverts aux talents comme Cornerstone. Et là, très clairement, cette fois-ci, c'est Talentsoft qui va prendre pied dans le marché du LMS et du software auteur pour la formation qui est IDOCO. Voilà, donc l'ambition semble assez importante. Ce qui nous est dit, c'est que IDOCO réalisait un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 millions d'euros, ce qui nous paraît un petit peu optimiste dans la vision globale des chiffres, mais avec le réseau qui avait été développé à l'international, on peut penser que on n'est pas loin de ces chiffres-là. Voilà, pour Monsieur Brunet, ex-président de IDOCO, apparemment tout se passe bien puisqu'il intègre le board de Talentsoft et donc ça semble être une fusion gagnant-gagnant, on va dire ça comme ça. Voilà, mais donc le point important, c'est qu'effectivement, de solutions qui étaient souvent souples, flexibles,
j'allais dire, très précises sur le marché. Je fais un LMS, je fais un outil auteur, je fais etc. On arrive à l'intégration de ces solutions-là dans des, non pas usines à gaz, on va pas les appeler comme ça, mais dans des services plus complexes à maîtriser. Ça vous amène une remarque? Si vous avez des infos aussi là-dessus, on peut les partager. Si pas de remarques. Alors moi, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années entre Demos et MindOnSite, hein, où on avait Demos qui était utilisateur d'une solution qu'il a trouvé fort à son goût, et avec l'envie de la maîtriser un petit peu plus qu'avec une relation client-fournisseur, et qui a donc fait réintégrer Moss MindOnSite au sein du groupe Demos pour maîtriser la solution et en faire la promotion. Je ne sais pas si c'est l'idée qu'avait eu Jean-Stéphane de Talentsoft avec Idoceo, mais c'est l'histoire qu'il raconte en tout cas. Voilà, donc, et on peut, dans un passé plus récent, mettre en perspective aussi le rachat de Future Skill Digital, par Manpower pour l'intégrer dans sa division formation. Voilà. Donc on voit bien que les pure players du Learning Management System ont tendance à se faire rattraper par des pure players formation ou on va dire RH de façon plus générale. Je vous rappelle aussi qu'on vous avait donné l'information sur le rachat de Technomédia par Cegid, où là effectivement on a une intégration vers le marché RH. Voilà pour la concentration. Une petite remarque, si vous Oui, m'entendez. bien sûr. Il me semble avoir entendu parler suite au rachat de LinkedIn par Microsoft, qu'ils allaient lancer une plateforme digital learning sur LinkedIn ou quelque chose comme ça, non? Alors tout à fait. Dans l'ordre, LinkedIn a racheté Linda avec un Y, Ouais, c'est ça. LDA, Mm. et restait pour l'instant à part. C'est-à-dire que on pouvait se connecter sur Linda avec son compte LinkedIn, mais on payait d'un côté chez Linda et on utilisait de l'autre côté les services de LinkedIn. Depuis le rachat de Microsoft, donc les choses vont assez vite, puisque quand on se connecte maintenant sur LinkedIn, on a un accès direct depuis LinkedIn à Linda. Et si on est premium côté LinkedIn, on n'a pas à payer pour accéder au catalogue de cours de Linda. Et ce qui est annoncé, Ouais, c'est que d'ici peu de temps, les certificats qu'on obtient côté Linda iront directement dans le profil LinkedIn. d'accord. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on avait annoncé effectivement au moment du rachat de Linda par LinkedIn en matière de stratégie et qui se confirme bien entendu puisque la politique des badges et des certificats mis en avant par LinkedIn, ben là va trouver tout son sens par la possibilité de les obtenir en se formant grâce aux outils de Linda. Donc on voit bien que la stratégie de rapprochement et d'intégration par les grands du logiciel au sens large, on avait parlé de Google également l'année dernière, bah, tous ces acteurs-là se mobilisent pour être sur le marché de l'éducation et de la formation. Ce qui nous fait une habile transition avec l'info suivante qui est tombée aujourd'hui, donc celle-ci est hyper fraîche, puisque vous connaissez les formes. Et les formes, donc c'est une société qui s'est spécialisée en gros sur le tutoriel vidéo et qui a un catalogue très large de près de 700 formations et qui sont plutôt d'assez bonne qualité dans la réalisation, dans la scénarisation. Eh bien, on voit que les grands médias aussi se préoccupent de la formation et de l'apprentissage en ligne, puisque c'est M6, le groupe M6, qui aujourd'hui se positionne sur ce marché en investissant dans et les formes afin d'accélérer son développement. Donc voilà, quand on raisonne marché, quand on est soit organisme de formation, soit département de formation d'un grand compte, on voit bien que le marché est en train de se regrouper, se structurer, de changer aussi de dimension et que les acteurs avec lesquels on va avoir à traiter sont de nature à évoluer dans le temps et il faudra se préparer à des négociations certainement assez, non pas dures, mais différentes, on va dire, qu'avec des acteurs de taille plus raisonnable. Ce qui est par Je peux contre, poser une question? ouais, bien sûr. On sait combien ils ont investi et pourquoi, enfin, j'arrive pas à voir la stratégie en fait du groupe M6 par rapport au digital learning. Enfin, C'est exactement ce que je m'apprêtais à faire comme remarque. Moi aussi, j'ai du mal à voir. L'annonce est venue ce matin, donc on a un petit communiqué de presse assez sibyllin
à se mettre sous la dent, donc il n'y a pas beaucoup d'informations dedans, hormis le fait que M6 investit dans les formes. Mais la première question que je me suis posée, et la même que la tienne, Jean-Marc, c'est de me dire quel est l'intérêt de M6. Hmm. Même question que je m'étais posée quand M6 était allé dans la téléphonie mobile. Quel intérêt pour M6, d'ailleurs ils ont arrêté. Et maintenant, quel est l'intérêt d'M6 d'aller vers la formation vidéo? Peut-être qu'ils veulent rentabiliser des moyens audiovisuels, peut-être que c'est pas forcément quelque chose qui se traduira en activité commerciale. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà, donc à décrypter et à suivre de près pour voir si effectivement une diversification ou si l'objectif c'est vrai effectivement d'intégrer ce type d'offres dans un canal édu à venir. J'ai une petite remarque, vous m'entendez? Ouais. Antoine Gaillard de Format Learning. Par rapport Antoine. à cette histoire d'M6 et de vidéo, je sais que aussi il se diversifie pas mal dans la production de contenu, notamment sur YouTube. Mhm. Bon, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec la formation, mais c'est peut-être effectivement, comme vous le disiez, Philippe, ils sont en train d'expérimenter en termes de vidéo, de production vidéo. Ça Oui. peut être dans le... Enfin, il y a certainement une petite idée comme ça, et pour l'instant, s'il y a un plus grand projet derrière, il n'est pas annoncé. Donc, Ouais. on va continuer de spéculer. Alors, moi, je voulais vous parler de cette petite start-up Grovo, voilà, dont on n'entend pas beaucoup parler, hormis leur levée de fonds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de visible, puisque ce qu'ils produisent est en général plutôt du sur-mesure pour les entreprises, donc il n'y a pas de vision, catalogue ou d'offre grand public. Cependant, quand on regarde les montants qui sont investis, c'est assez intéressant, d'autant plus que leur offre, elle est vraiment sur un tout petit créneau, c'est les micro-vidéos. C'est même pas le, les choses, enfin 144 secondes, c'est vraiment très très peu. Ça me rappelle beaucoup les 140 caractères de Twitter, qui sont en train de craquer parce qu'il est un peu trop minimaliste. Mais voilà, c'est ce format micro-formation semble être un format qui séduit. Je ne sais pas s'il séduit le consommateur, l'utilisateur, mais en tout cas, il séduit les investisseurs. Donc voilà, ça renforce d'autant plus la perception qu'on avait de l'intérêt croissant pour le format vidéo, qu'on a aperçu au début des MOOC et maintenant qui a envahi tout le marché de la formation, mais plutôt avec des formats longs. Quand je dis long, c'est plutôt 5-10 minutes. Là, ce format ultra court de 144 secondes est assez intéressant, surtout au regard des montants que ça permet d'investir. Et c'est vraiment du micro-learning, comme on dit là-dessus. Donc à suivre et voir effectivement si le succès commercial est au rendez-vous. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir l'argent qu'ils ont levé pour développer cette offre-là. J'ai une question, Oui. Émilie Burel, ELS. On parle d'un format d'abonnement annuel, ça veut dire qu'ils partent déjà avec une offre qui est dense, j'imagine, parce qu'on peut difficilement lancer un abonnement. C'est un abonnement général sur tout le catalogue ou on MLS. choisit un abonnement? Alors, oui, c'est un abonnement sur le catalogue, sachant qu'ils ont assez peu de contenu qui soit totalement standard. C'est un abonnement sur des micro-vidéos qu'ils produisent pour l'entreprise, et comme elles sont courtes, ils en produisent beaucoup, et ils mettent ce catalogue à disposition de l'entreprise, et leur pricing est basé sur un abonnement, non pas de telle population suit 3-4 vidéos, etc. C'est tout ce qu'ils Hmm, produisent et qu'ils mettent à disposition de l'entreprise, on ne distingue pas individuellement les formations qui sont consommées, c'est un abonnement pour l'ensemble du catalogue. d'accord. Et c'est ensuite l'entreprise qui fait son marché dedans en fonction de ses besoins, quoi. Exactement. Mais vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur le site. Oui, j'ai regardé. Voilà, il y a pas de mise en avant pour l'instant de catalogue sur étagère standard. Ils donnent des exemples de vidéos produites et on voit bien qu'avec ces exemples-là, c'est pas quelque chose qui est grand public. Donc leur production, elle est vraiment D'accord. B2B. leur offre, leur positionnement est de dire on a un outil qui permet de produire des
petites vidéos extrêmement courtes, sur mesure, pour pas cher, d'autant plus que vous ne payez pas la production, mais vous payez un abonnement pour que les gens puissent continuer à consulter les vidéos qu'on produit pour vous. D'accord. C'est un Pourquoi format intéressant, hein. 144 secondes? Comment? Pardon? Oui. Pourquoi 144 secondes? Comme Twitter. Comme Twitter, certainement pour que ça soit un élément distinctif de l'offre. C'est un élément qui doit se justifier, à mon avis, connaissant la façon dont les Américains font la promotion de leur offre. Ça doit faire un livre blanc de 40 pages pour expliquer pourquoi c'est pas 143 ou pas 145. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il transforme l'argumentaire de la vidéo courte par un élément chiffré en mettant 144. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, je trouve qu'avec l'expérience, une durée de 2 à 3 minutes, c'est un très bon format en vidéo. Oui. Et du coup, il profite, effectivement, je pense, des 144 comme de Twitter, parce que c'est un moyen mnémotechnique après mais ça correspond, je trouve, à un format qui est intéressant en vidéo. Alors, Absolument. il a deux avantages. Le premier, c'est que ça oblige à faire court et concis, c'est-à-dire d'aller à l'essentiel quand on a cette forte contrainte de 144, même si ça laisse plus que 2 minutes, donc ça laisse de quoi s'exprimer un petit peu, mais ça oblige à faire concis. Le deuxième avantage, c'est que on ne se lasse pas très vite d'une formation de 144 secondes, c'est-à-dire que dans une session où on se forme, on peut en consommer 3-4. Alors que si on avait commencé à faire des vidéos de 5 à 10 minutes comme on voit aujourd'hui, ça devient un peu long et auquel cas on en consomme une et on s'arrête. Donc je pense que c'est assez malin et je pense que c'est parce que c'est malin qu'il y a des levées de fonds assez aussi intéressantes. Et on est sur du web. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur de l'app, hein, on est sur du web là. Alors ils proposent effectivement une consultation en ligne sur leur plateforme et aussi une consultation offline avec, D'accord. avec une app. Donc voilà, Les deux sont d'accord. voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là de consultation. Mhm. Mais un des freins aujourd'hui de la formation vidéo, hein, c'est ça, c'est que quand on regarde des vidéos sur son mobile, voilà, on n'est pas toujours dans les meilleures conditions de connexion pour regarder la vidéo en streaming. Et comme ça fait 144 secondes, on peut en stocker un grand nombre sur son téléphone et repartir avec ces petits modules de cours qu'on va regarder, puis après les remplacer par d'autres. Bon, je sais pas si vous avez veillé cette nuit à 3 heures du matin pour regarder Trump Clinton. Ils n'ont pas parlé de formation. Mais nous, oui, on en parle chez nous. On en parle chez nous. Oui, la formation s'invite au primaire, pas à l'école primaire, mais presque, puisque c'est Monsieur le maire qui en a parlé il y a quelques jours de cela, puisqu'il a annoncé que si jamais il était élu, dans son catalogue impressionnant de mesures qu'il a dévoilé, eh bien, il s'attaquerait à la problématique, enfin, ce qui pour lui semble être un problème, c'est la gestion des OPCA, et son souhait est clairement affirmé, c'est de supprimer les OPCA de la gestion, on va dire, des fonds de la formation et de les concentrer simplement sur la Caisse des dépôts et consignations qui sera à même de gérer ces fonds-là. Donc voilà, si vous avez des amis dans les OPCA, il faut les prévenir que peut-être qu'à partir de mai 2017, il faut qu'ils trouvent un job différent parce que ça risque de secouer un petit peu. Enfin, on n'en est pas là, vous savez. Il a plus de chance de gagner quand même. Qu'il a peu de chance de gagner. On avait déjà dit ça avec la réforme de la formation de 2014 en disant que ça allait bouleverser l'économie des OPCA aussi. Bon. Voilà. Alors ça la bouge un peu. Chance de gagner, oui. Voilà. Voilà. Donc simplement se dire que ça sera certainement, en tout cas de nouveau, un sujet qui va ressortir, parce que voilà, la dernière réforme quand même change effectivement le rôle des OPCA, les aménagements sont faits, si je puis dire, et du coup la Caisse des dépôts est quand même rentrée dans le jeu puisque c'est elle qui gère les fonds du CPF et c'est vers elle que sont réaffectés les fonds qui ne sont pas utilisés. Donc voilà, c'est quand même une tendance alors à la vitesse du changement politique que nous connaissons bien, mais qu'il faut avoir certainement en tête, c'est quelque chose qui risque
de revenir sur le débat. Oui, et qui était censé être beaucoup plus transparent d'ailleurs. La Caisse des dépôts devait être plus transparente que les fonds gérés par. Bon. Voilà. Donc on n'y est pas complètement non plus, on est d'accord. Alors, je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle finalement, ça, parce que on peut dire tout le mal qu'on veut des OPCA, que ça soit simplement par envie de dire du mal ou par expérience qui soit pas forcément formidable. Cependant, je suis pas sûr que pour la formation, ça ne fasse pas le même effet que la réforme, qui était pleine de bonnes intentions et qui a quand même beaucoup grippé le système. Donc là, Oui, oui. on a un système qui marche pas super bien, on est tous d'accord, mais au moins il marche. Et de casser ce truc-là, il faut quand même, en tout cas, il risque d'y avoir une anticipation et une mise en œuvre qui, si c'est fait, je l'espère, sera plus heureuse que celle de la nouvelle réforme. Alors voilà, je voulais vous parler de Udemy, non pas pour l'intérêt de ses cours ou quoi que ce soit, mais c'est pour le business model qu'il y a derrière. C'est quand même beaucoup de cours, c'est beaucoup de formateurs, c'est un grand succès à l'international. Et si on voulait parler d'ubérisation de la formation, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas les contenus et ils ne sont qu'un intermédiaire de mise en relation des formateurs et du consommateur. Ils mettent en avant donc des conseils pour, comme pour les chauffeurs Uber, passer sa licence. Là, c'est comment construire ses cours. Il y a tout un tas de tutoriels très bien faits avec tous les outils pour qu'on puisse construire ses cours en vidéo ou des contenus interactifs. Les cours sont à un prix raisonnable. Ils mettent en avant des revenus intéressants pour les formateurs. Donc, ils se mettent bien en alternative de business pour les formateurs, hein, comme Uber s'est mis en alternative pour les chauffeurs, et ils mettent en avant une commission de 3%. C'est-à-dire que quand un cours est vendu, il y a 97% qui va dans la poche du formateur et 3% seulement qui va à la plateforme. Mais l'uberisation va plus loin, c'est-à-dire que cette commission de 3% qui est très alléchante n'est appliquée que quand c'est le formateur qui fait la démarche de trouver ses clients. C'est-à-dire que quand c'est le formateur qui communique à ses futurs clients le lien pour acheter son cours, donc quand c'est lui qui fait l'effort commercial d'aller commercialiser les cours, alors Udemy ne prend que 3% de commission. Par contre, quand c'est quelqu'un qui arrive sur la plateforme et qui achète un cours, là c'est 50-50. 50% pour Udemy, 50% pour le formateur. Donc l'idée derrière cette plateforme, elle est pas tellement sur la qualité des cours ou le catalogue, qui est quand même assez riche. C'est vraiment le business model qui est assez marrant, quoi. Parce qu'ils se sont mis exactement en intermédiaire. Comme Uber, ils remplacent les taxis, donc les organismes de formation, par leur contenu, ou les éditeurs existants de contenu sur étagère, par leur contenu. Donc ils ont vraiment une offre pour le client alternative. Ils ont surtout une offre pour le producteur alternative. Donc ils coupent tout le monde. C'est, je trouve, assez marrant. Et quand on regarde, on a presque l'impression, si vous allez faire un tour sur le site, que c'est de la publicité mensongère, enfin que c'est une grosse arnaque, parce que gagner 8 000 $ de revenus moyen quand on est formateur, c'est beaucoup trop. Faut faire un marketing d'enfer en vendant ses cours à 19 $. Mais c'est certainement ce qu'ils arrivent à faire sur certaines catégories de cours. Donc ils ont la preuve que leur business model marche et c'est très attractif. Donc c'est à surveiller de près parce que les cours sont pas si mauvais que ça. Il y a des cours sur à peu près n'importe quoi, donc sur les 40 000, il y en a peut-être que 10% qui sont intéressants. Mais si le modèle se met à marcher, ils auront trouvé le moyen pour le formateur qui s'est exercé en faisant quelques petits tutos sur YouTube, ou qui se pose la question s'il va lancer son activité, son business, sa chaîne ou son catalogue. Là, ils mettent tout à disposition pour gagner de l'argent avec ses propres cours. Donc c'est assez intéressant. Je sais pas si ça vous fait réagir. C'est pas complètement nouveau. Enfin, il me semble, il y a déjà peut-être 2 ans, j'avais vu ce genre de plateforme qui mettait en relation, enfin, qui Oui, permettait on en avait- comment dire, de mettre les formateurs en relation directe avec des exactement. clients. C'est Google qui avait Mais fait ça, mais avec un modèle plus contraignant techniquement et plus contraignant dans la relation. Euh, comment ça s'appelait déjà? C'était pas Google, c'était autre chose. oui,
Ah, je me souviens plus. on- C'était pas Udacity, non. Non, 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 non. Ils ont fermé d'ailleurs. Mais il n'y avait pas Google dans le titre. Mais Ouais, ouais, ouais. c'était une opportunité pour eux d'essayer aussi de faire la promotion de leur technologie Hangout, puisque c'est D'accord. une mise en relation de cours live. Donc on sélectionnait un expert qui allait faire des cours one-to-one en live avec le système Hangout. Et donc ça faisait un modèle assez contraignant, hein, il fallait avoir des disponibilités, alors que là, ben, il suffit de produire des vidéos et de les commercialiser. Et puis le modèle de rémunération, c'est ça qui est intéressant, c'est que Udemy a bien compris ce qui faisait l'attractivité de leur offre et ce qui faisait le frein dans l'autre, c'était que la commission, elle était plus comme on a l'habitude de voir actuellement, c'est-à-dire 30-70. Euh, et donc là, avec cette commission de 3%, quand c'est le formateur qui trouve ses propres clients, c'est quasiment 100% dans sa poche. Donc oui, ça se rapproche, mais il y a quand même quelques petites différences et on sait bien que dans des modèles soit qui se plantent ou soit qui explosent, c'est souvent les détails que ça tient. Hmm. Mais Udemy, par contre, j'ai l'impression que ce sont des cours très orientés techno, non? Ou je me trompe? Alors très souvent parce qu'effectivement les Ah, formateurs, c'est duplicable en fait sur des formats courts, j'imagine, c'est pour ça. oui, et puis les formateurs qui sont les plus habiles à produire des contenus de ce type sont en général ceux qui sont à l'aise avec la techno et donc qui parlent de leur expertise. Il y a beaucoup de cours effectivement qui sont aujourd'hui sur la techno, mais pas que. Il commence à y avoir des cours sur les soft skills, il y a même des cours de cuisine thaï, enfin bon, voilà, Tu vas nous mettre en appétit. oui. Un petit coin de la techno, alors c'est l'avant-garde de l'avant-garde. Euh, pour ceux qui font des vidéos ou qui font des médias 360 ou de classiques photos, en général, c'est des médias qui sont un peu passifs. Et là, cette société qui a une techno qui est assez intéressante permet d'ajouter de l'interactivité dans des médias qui nativement n'en ont pas. Leur éditeur est très bien foutu. Il y a un éditeur qui fait l'arborescence de la progression dans le contenu et en fait on navigue à travers les contenus. Vous pourrez regarder, il y a des exemples de vidéos à 360 interactifs qui donnent bien l'intérêt et le potentiel de ce support-là en y ajoutant l'interactivité qu'on peut pas avoir naturellement. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est l'idée d'ajouter de l'interactivité aux médias qui n'en ont pas. Bien évidemment, ce qui est aussi très bien fait, c'est qu'on arrive à granulariser le contenu par le fait qu'on peut zapper et passer d'un contenu à l'autre. Et toute la partie statistique montre bien les chemins qu'ont pris les utilisateurs à travers les contenus vidéo ou les spots sur lesquels ils ont cliqué dans les vidéos ou sur les photos à 360. Donc on a un vrai tracking de ce qui s'est passé, contrairement à ce qu'on a. On sait qu'une vidéo de 3 minutes, elle a été vue en moyenne, les gens se sont arrêtés à 1 minute 35, on n'en sait pas plus que ça. Et ils s'arrêtent à 1 minute 35, alors peut-être que ce qui était vraiment passionnant était au-delà de la deuxième minute. Donc là, en ajoutant cette notion d'interactivité sur les vidéos et sur les médias qui n'en ont pas, je trouve que c'est assez intéressant et c'est facile à faire. Alors, pour ceux qui auraient du temps à consacrer à une lecture synthétique, mais néanmoins complète, vous avez un petit ouvrage qui est en gros tout ce qu'il faut savoir sur le professionnel en France, qui est sorti chez Duno. C'est la deuxième édition revue et remise à jour. Donc, si jamais vous aviez raté le train du nouveau cadre législatif en matière de formation, vous y retrouverez tout ça. Si vous voulez faire le lien avec tous les dispositifs, CPF, VAE, CEP, ENCO, vous aurez tout le détail aussi. Et puis, si on veut s'acculturer, pour ceux dont ce ne serait pas encore le cas, ceux dont je doute, étant donné notre assistance habituelle, vous retrouverez la présentation de tout ce qui est nouveaux dispositifs digitaux. Simplement, voilà, c'est un ouvrage qui a le mérite de faire le tour complet de la question.
576 pages, donc ne pas lire d'une traite si possible, ne pas s'en servir seulement pour caler son armoire, mais à usage homéopathique et dans la logique d'un dictionnaire un peu sur la formation, ça nous paraît très utile de vous le signaler en tout cas. Voilà. Puis si vous avez des enfants qui ont un herbier à faire, vu le volume et le poids de l'ouvrage, ça devrait le faire aussi. C'est intéressant de voir que pour résumer, enfin faire le tour de la question de la formation en France, il faut 576 pages. Parce que si on élimine la partie 3, qui est une partie sur plus sur la pédagogie et les modalités, la partie 1 et la partie 2, qui est quand même le cadre de fonctionnement de la formation en France, voilà, il faut 576 pages pour faire le tour. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'on n'est quand même pas dans un monde de formation très simple. Alors, Save the Date, 8 décembre, pour ceux qui auraient l'intention de nous rejoindre, juste une petite précision sur le nouveau format de LearnInnov. Cette année, c'est 2 activités en parallèle, les ateliers avec 4 thématiques, avec 4 ateliers associés à chacune de ces thématiques, comme l'année dernière. C'est des ateliers où à chaque fois, on est vraiment sur de la mise en pratique, hein, c'est The Learning Experience. L'idée, c'est sur un sujet comme storytelling et formation, par exemple, ou réalité virtuelle, pendant 1h30, on va pratiquer de façon à se faire vraiment une idée de est-ce que ce concept-là est utile et transposable dans mon organisation et est-ce que ça peut marcher chez moi. Donc ça, c'est le format qui n'évolue pas et qui a fait le succès de LearnInnov jusqu'à présent. On complète ça par, en parallèle, une formule de type présentation de sociétés qui ont des solutions innovantes en matière de formation. Et donc, c'est les fameux Genius qu'on avait l'année dernière sous un format différent. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir 16 sociétés qui vont venir nous présenter leurs solutions et dans une logique très transparente. On n'est pas sur du brand content, comme on dit, ou du content marketing. On est là pour montrer son produit, sa solution, et en face, on aura des gens dont l'objectif, c'est de venir chercher de l'information, du sourcing, et de se faire une idée sur les nouveautés du marché, ou des offreurs nouveaux, ou des business models nouveaux. Voilà, donc il y aura les 2 activités en parallèle. Le 8 décembre, c'est dans les locaux de BPI France, boulevard Haussmann, dans leurs locaux sympas. Et voilà, et donc, pour mémoire, vous savez que dans le cadre de votre abonnement Learning Happy Hours, on vous a aussi donné l'accès à la Digital Learning Academy. Donc, vous serez abonné à tous les services de l'offre BEST de la Digital Learning Academy. Et dans ce cadre-là, vous avez tous un pourcentage de réduction sur LearnInnov. Ah, ça, c'était la page publicité. Voilà. Ding ding. Donc il est 8h11 et quelques, donc on a tenu nos 30 minutes puisqu'on a démarré un petit peu en retard. On est super content de non pas vous voir mais vous retrouver. On m'a dit qu'il y aurait une petite surprise, on n'en parle pas maintenant parce qu'on n'est pas tous ensemble, mais je pense qu'on se verra quand même et on y réfléchit. Vous n'allez pas recevoir une webcam chacun, mais on va se voir en vrai. Et voilà, donc sur l'app qui a été un peu revue et sur le site, vous aurez le replay et les supports. Ce premier épisode est un peu un rodage, on fera certainement plein de choses mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est mardi prochain, le 4 octobre, où on va parler d'immersive learning. Donc comment créer des environnements virtuels immersifs dans lesquels on a une vraie expérience de formation. Et on a le plaisir d'avoir Serious Factory, qui est un de ceux qui sait mieux le faire en ce moment, qui viendra nous expliquer comment ça fonctionne, avec une particularité pour l'offre de Serious Factory et qui leur donne un élément distinctif qu'on trouve être suffisamment intéressant pour qu'on en parle, c'est le fait qu'il ne vous livre pas, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer dans les anciens Serious Games,
ou dans les solutions actuelles pour faire des environnements immersifs, la possibilité enfin le fait de ne pas vous livrer une boîte noire, c'est-à-dire un truc que eux seuls savent faire et dont eux seuls ont les clés. Mais donc ça sera qu'une toute petite partie de ça, mais ce qui est intéressant de le souligner, c'est que ça se base sur une solution dans laquelle il y a un outil auteur, il y a un éditeur de situations immersives. Donc c'est pas des éléments figés et en plus vous avez la main. Voilà, je vous en dis pas plus. Ils viendront nous présenter les concepts de l'immersive learning parce que c'est pas juste on fait un environnement 3D, il y a beaucoup plus de choses à voir que ça. Et ça sera donc mardi prochain, à la même heure, 17h30, et ce coup-ci jusqu'à 18h30, puisque le zapping est un épisode un peu plus court que les autres. Voilà, avec Serious Factory. Voilà, il nous reste à vous remercier. Donc, voilà Avec le verre virtuel. le petit coup de c'est bien le petit verre virtuel là. Oui, c'est moi, ça. Ça manque un peu le vin et le Blanc. saucisson quand même. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Le virtuel n'a pas que du bon, mais au moins il a l'opportunité de nous réunir plus souvent et puis voilà, de conserver trace de ce qu'on aura échangé aujourd'hui, vous permettre de le retrouver et à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, d'en profiter lorsqu'ils en auront l'opportunité. Voilà, mais Ça, vous aurez pu l'enregistrer, ça, au cours d'un présentiel. Ah oui, aussi, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est sûr. Voilà, mais il n'est pas dit que nous ne boirons pas un verre de blanc ou de rouge lors d'un épisode. Voilà, on espère que ce premier numéro vous a plu. Je pense que le format, finalement, fonctionne assez bien. On vous retrouve mardi prochain et on vous souhaite une bonne soirée, un bon apéro pour ceux qui peuvent s'échapper du boulot et pour ceux qui y retournent, bon courage. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, au revoir. À mardi. Au revoir. Bonne soirée.